Chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes réunis pour la séance hebdomadaire du mercredi 18 novembre 2015. Cette séance hebdomadaire a vu son programme bouleversé par les événements récents survenus à Paris et dans sa proche banlieue. Le docteur Craig Miller, en effet, me prie de vous transmettre ses excuses de ne pas être présent. Il devait faire une conférence sur son maître, le docteur Zollinger, connu pour son syndrome, et qui a été aussi un grand ami de la France, puisqu'il a combattu pendant la guerre de 14-18 sur notre territoire. 45 44. Bon, 44, autant pour moi. Il a atterri à Paris pour cette occasion samedi dernier et voyant les événements, il est reparti immédiatement pour se protéger et protéger sa famille qu'il avait amenée pour un séjour de plusieurs jours dans notre capitale. Je dois vous transmettre également les condoléances et le soutien très fort de Peter Vogt, qui est le président de la Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, que nous avons eu l'honneur d'accueillir ici même et lors de la séance solennelle, en lui remettant notre médaille de l'Académie, qui me charge donc de vous transmettre tout son soutien devant ces événements barbares, c'est son terme, qui sont survenus à Paris. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je vous propose, même si c'est une répétition pour un certain nombre d'entre vous, de nous lever et de nous recueillir pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats qui ont ensanglanté Paris et qui continuent depuis vendredi dernier. Excusez-moi. Je vous remercie. Nous allons reprendre maintenant le cours de notre séance et je donne la parole à Gérard Morvan, le secrétaire annuel, pour le procès-verbal de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers confrères, la séance d'il y a 15 jours a été consacrée à la chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique du sein. La première communication a été réalisée par Emmanuel Delay et portait sur les prothèses mammaires, avec tous les problèmes d'actualité, les limites et les alternatives que ça représente. Elle a été commentée par Frédéric Bodin et sont intervenus dans la discussion Frédéric Bodin, Michel Germain, Bernard Launois et Sylvia Jarre, notamment au sujet des lymphomes AGC et des enveloppes macro-texturées des prothèses. La deuxième communication portait sur les greffes de tissu adipeux, la recherche à la clinique, présentée par Ali Mojahal et discutée par François Dubois et Jean-Louis Ribardière. Véronique Martineau nous a parlé du sein de la fillette, des recommandations pour en préserver le développement, la morphologie et la beauté. La discussion a été commentée par Catherine Briand-Rodier et discutée par Jacques Milliès. Nous avons ensuite abordé le problème de la chirurgie post-bariatrique, qui n'a d'esthétique que le nom, avec des images particulièrement impressionnantes et des problèmes également impressionnants. Le commentateur était Véronique Martineau et les discussions ont été animées par Philippe Montupet et notre secrétaire Philippe Marr. Et enfin, nous avons terminé la séance par les paradoxes de la mastectomie prophylactique, avec tous les problèmes que ça pose, par Frédéric Bodin de Strasbourg, commenté par Emmanuel Delay et discuté par Jacques Milliez et Bernard Lobel. Merci. Très bien, merci Gérard Morvan. Je propose l'adoption de ce procès-verbal à votre vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Bon, procès-verbal adopté à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole au secrétaire
général pour quelques autres informations. Oui, je voulais vous donner un retour du colloque sur la formation à la chirurgie robotique qui a eu lieu à l'Académie. C'était une réunion d'experts vendredi dernier, présidée par notre président et modérée par Michel Hudier. Cette réunion a été extrêmement intéressante et très partagée par tous les intervenants. Et l'Académie va en tirer pas des recommandations, mais des résolutions de manière à éclairer toutes les écoles de chirurgie dans cette formation qui ne concerne pas seulement le robot Da Vinci d'Intuitive, mais qui concerne toutes les futures machines électroniques que nous aurons à utiliser dans notre métier. L'Académie a également été contactée par 3 familles héritières de chirurgiens de l'Académie qui offrent leur bibliothèque à l'Académie. Ce sont les héritiers d'André Toupet, de Philippe Monobroca et de Jacques Gandin, qui est chirurgien orthopédiste à Toulon. Enfin, il y aura réunion après la séance d'une commission sur l'appréciation des candidatures au poste de membres associés de l'Académie et un tirage au sort au milieu de la séance de 5 membres de la commission. Très bien, merci Philippe. Alors, on va maintenant attaquer la séance. Malheureusement, je veux dire, c'est moi qui vais prendre la parole pour remplacer M. Miller en présentant un travail original de mon équipe, parce qu'on pensait qu'il faudrait un peu plus de travaux que ce que nous avait proposé la chirurgie ambulatoire, mais je crains qu'en fait, on déborde un peu. Donc je vais être assez rapide. C'est ça, là, oui, c'est bon. Alors, chers collègues, chers amis, mon propos va être aujourd'hui celui de la prise en charge chirurgicale du cancer rectal après traitement invasif de cancer de prostate. Pour bon nombre d'entre vous, c'est assez simple de comprendre que ces 2 organes sont vraiment très voisins et que l'atteinte par une procédure invasive de l'un d'entre eux va rendre difficile les choses, surtout en ce qui concerne le rectum, qui est un organe creux, comme vous le savez. Curieusement, ce problème n'a pas été beaucoup développé dans la littérature actuelle. Et on comprend bien que quand on voit ce dessin qui vous est familier, où est-ce que je clique là? Pour la flèche. Merci, c'est bien. Merci. Vous voyez bien ici sur cette IRM, que ce soit en coupe sagittale ou en coupe horizontale, le rapport très étroit avec cette énorme prostate et le rectum ici, puis sur cette coupe ici, avec la prostate qui est encore en place, le mur postérieur qui est représenté essentiellement par l'aponévrose de Denonvilliers, qui risque de souffrir au moment de l'exérèse de la prostate, comme c'est le cas ici. Voilà ici la loge prostatique après la prostatectomie, et vous voyez ici que les limites sont beaucoup plus floues. On peut se poser la question de la difficulté technique engendrée par la fibrose et de la radicalité du geste d'exérèse, du fait que les couches sont moins bien individualisées après cette prise en charge. Pour ce qui est de la radiothérapie cancer de prostate, vous savez, les traitements invasifs majeurs, c'est la prostatectomie ou la radiothérapie à haute dose. Eh bien, on voit bien ici sur ce cliché de cible fait avant l'irradiation, ce centrage, on voit bien ici la prostate et on voit bien qu'il y a un débord de l'irradiation qui va aller en plein sur la partie antérieure du rectum. Et on peut considérer donc qu'il y a une dosimétrie rectale qui n'est pas négligeable, même si les nouvelles procédures de radiothérapie peuvent un peu nous rassurer par rapport à ça. Mais là, on est dans des séries historiques avec ce type de radiothérapie qui est encore fait. Et par ailleurs, c'est un problème un peu annexe, vous n'êtes pas sans savoir que l'irradiation de la prostate
sur cette zone peut induire un risque de cancer rectal, même si c'est controversé. Et par rapport à cette controverse, juste un petit mot pour citer un travail important du registre israélien de cancer qui a été publié assez récemment dans une grande revue américaine, avec une analyse de près de 30 000 cas de cancer prostatique, dont un peu plus de 2000 avaient été traités par radiothérapie, 6700 environ par prostatectomie, et on voit que pour les patients qui avaient eu de la radiothérapie, le taux de cancer rectal survenu dans les suites, au moins 6 mois après, eh bien, était multiplié presque 2, avec un risque de 1,81 par rapport aux chiffres attendus. Par contre, après prostatectomie, c'est assez logique, le risque est inchangé. Voilà, c'était simplement une mise au point qui pourra servir dans la discussion. Alors, notre étude, c'est une étude assez originale qui est rétrospective, menée de 1985 à 2012 grâce au registre très précieux des tumeurs du Doubs et du territoire de Belfort, qui font un remarquable travail. Les critères d'inclusion, bien sûr, c'était les adénocarcinomes du rectum qui ont été réséqués à visée curative, avec des antécédents de traitement de cancer de prostate invasif, comme la prostatectomie radicale ou la radiothérapie prostatique. Les critères d'exclusion, c'est des exérèses de la tumeur rectale par voie transanale, on n'est pas dans la même problématique, certainement. Et puis, bien entendu, on a exclu aussi les récidives de cancer prostatique qui envahissaient le rectum, qui sont un tout autre sujet. Et puis, alors, autrement, les dossiers médicaux non retrouvés et ceux pour lesquels le suivi n'était pas possible. Cette petite diapo vous montre la collaboration qu'il y a entre les différents centres des secteurs concernés, qui a permis d'inclure donc 40 patients, série très importante, puisqu'il n'y a rien dans la littérature à l'heure actuelle. Alors, pour le cancer prostatique initial, très rapidement, l'âge moyen des patients, c'était environ 66 ans, ce n'est pas une surprise. 15 patients qui avaient eu de la radiothérapie seule ont développé, pendant le délai d'observation de l'étude, un cancer du rectum. Voilà les doses, vous voyez, des doses assez élevées qui ont été données au cancer de la prostate. Et 25 patients avaient eu une prostatectomie, et vous avez ici le détail de l'anatomie pathologique de ces prostatectomies, avec une approche par laparotomie exclusive, c'est une étude, on va dire, très historique, et dans 10 cas, des patients ont dû avoir une radiothérapie de rattrapage qui peut un peu perturber l'analyse des résultats. Notez quand même que, et ça on est un peu surpris, nous, chirurgiens viscéraux, que pour les pièces de résection dites radicales, 41% de ces pièces étaient classées R1. Alors, le diagnostic du cancer rectal, il a été fait dans un délai de 53 mois après, pour les patients qui avaient eu une radiothérapie initiale, 61 mois après prostatectomie. L'âge moyen, l'âge du diagnostic, il est un peu plus âgé que l'âge habituel pour le cancer du rectum, puisque c'est des patients qui sont déjà sélectionnés, puisqu'il fallait déjà qu'ils aient un cancer de prostate. Les circonstances du diagnostic, il n'y a pas grand-chose à dire, simplement pour insister sur le fait que quand on a des rectorragies dans les suites d'un traitement, en particulier de radiothérapie de cancer de la prostate, ça n'est pas que la rectite radique qui peut être en cause. Ça peut être aussi un cancer qui s'est développé sur le rectum. La localisation, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Alors, la stratégie thérapeutique, on revient au cancer du rectum, c'était le sujet. Traitement néoadjuvant en cas de radiothérapie première pour la prostate. Ce n'est pas une surprise pour vous de voir que aucun patient n'a eu de radiothérapie dans ce groupe, puisqu'ils avaient déjà été irradiés et ils sont considérés comme des contre-indications. Par contre, il y en a 2 qui ont eu de la chimiothérapie. Pour ceux qui avaient eu une prostatectomie, eh bien, il y en a 5 qui ont eu une radiochimiothérapie conventionnelle, une radiothérapie courte, 3 seulement de la chimiothérapie, et un qui a eu, dans le cadre d'un protocole, chimiothérapie, puis radiochimiothérapie. C'est un patient assez récent. Alors, les résultats de la protectomie. Ce qu'il est important de noter, c'est que le taux de chirurgie non conservatrice est beaucoup plus important que celui qu'on peut attendre à l'heure actuelle, puisque vous voyez qu'après radiothérapie,
40% des patients ont eu une chirurgie sans rétablissement, c'est-à-dire soit un hyper-Hartmann, soit une amputation abdominopérinéale. Et après prostatectomie, c'est 44% des patients qui ont eu un geste sans rétablissement de continuité, avec 6 résections de type Hartmann et 4 amputations abdominopérinéales. Là encore, série historique, mais peut-être pas seulement, une approche célioscopique très réduite, peut-être aussi du fait des craintes, des difficultés opératoires liées au remaniement dans le cadre de la première intervention. Alors, pour simplement l'anatomie pathologique des cancers du rectum, il y avait plutôt des tumeurs localement avancées, beaucoup de T3. Curieusement, alors qu'il n'y a pas eu de chimiothérapie, un nombre assez important de N0, ce qui pourrait faire craindre éventuellement sur la radicalité de l'exérèse. En fait, quand on regarde le détail, vous voyez que tant en ce qui concerne le nombre de ganglions prélevés après radiothérapie ou après prostatectomie, on est dans les clous, puisqu'il y a 21 après radiothérapie et un peu plus de 15 après prostatectomie, avec une marge distale qui est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre, et surtout des marges circonférentielles qui sont très satisfaisantes, peut-être un peu moins bonnes après prostatectomie, sans que ce soit peut-être à la limite de la significativité. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est qu'avec cette chirurgie un peu mutilante, le taux de résection R0 a été de 87% après radiothérapie et 92% après prostatectomie. C'est là-dessus qu'on juge la radicalité du geste, surtout quand on a un taux de ganglion aussi élevé. Alors par contre, ce qui est notable, et c'est le but de cette présentation, c'est d'attirer l'attention sur la morbidité chirurgicale, qui est une morbidité assez spécifique après prostatectomie, puisque le taux de complications à un grade assez élevé dans la classification de Clavien, il est de 40% après prostatectomie. Je vous donne simplement le détail. Fistule urétérocutanée nécessitant une néphrectomie droite, fistule urétro-rectale apparue après la fermeture d'iléostomie qui a nécessité une pelvectomie totale secondaire, fistule vésico-périnéale apparue à 2 mois, fistule anastomotique bonne apparue 2 ans après le geste chirurgical rectal. Complications spécifiques urinaires surtout, et surtout retardées. Après radiothérapie, on a eu la chance d'avoir qu'un seul cas de fistule anastomotique. Alors, pour ce qui est de la morbidité chirurgicale, bon, les pertes sanguines, la durée d'intervention, la durée d'hospitalisation, c'est pas très différent. De toute façon, bon, les chiffres sont faibles, donc on ne va pas jouer sur les petits p et la signification statistique. Simplement, on a noté que en analyse univariée, la prostatectomie entraînait plus de risque de complications que la radiothérapie, avec un node ratio de 7,69, avec les limitations, bien sûr, du nombre. Alors, pour quasiment conclure, très peu d'études ont été faites. On en avait parlé avec Éric Rullier de Bordeaux, vous connaissez, il est déjà venu ici, c'est un grand spécialiste français de la chirurgie du rectum. Et lui, il a fait en même temps que nous cette série sur son analyse, et il l'a déjà publié. Ça a été publié au mois de novembre 2015, vous voyez, on est dans l'actualité. Et le titre de son papier, c'est « Est-ce que la chirurgie pour cancer du rectum après radiothérapie à haute dose pour cancer de la prostate doit éviter de rétablir la continuité ?» Analyse de 2000 à 2012, il a pris 12 patients à qui il a fait une chirurgie du rectum avec rétablissement de continuité, qu'il a comparé à 236 patients qui ont eu une chirurgie sans avoir eu des antécédents pour cancer de la prostate, pardonnez-moi, et il a constaté 2 choses. Premièrement, qu'il y avait une morbidité chirurgicale plus élevée dans le groupe B, c'est-à-dire les patients qui avaient eu de la radiothérapie à haute dose pour un cancer de la prostate avant qu'on leur opère leur cancer du rectum, et que c'était essentiellement dû à des fistules anastomotiques qui elles-mêmes avaient entraîné significativement plus de complications.
Alors, je passe sur cette dia qui parlait du traitement, du management synchrone des cancers du rectum et de la prostate synchrone. C'est un autre problème, on peut en parler dans la discussion si vous le souhaitez. Pour vous donner mes conclusions, ou les conclusions de ce travail, pour un cancer rectal métachrone d'un cancer prostatique, c'est ce dont on parle. Premièrement, en cas de radiothérapie prostatique initiale, le risque de fistule colo-anal doit faire discuter une chirurgie non conservatrice. C'est la conclusion d'Éric Rullier, en tout cas, et c'est la nôtre également, même si nos chiffres sont un peu moins alarmants. En cas de prostatectomie radicale initiale, l'apparition de complications urinaires peut aboutir à une pelvectomie totale. Ces complications sont très spécifiques et sont souvent retardées. Une étude rétrospective nationale du GRECAR que nous allons coordonner devrait permettre de mieux analyser ces risques et d'évaluer le pronostic à distance de ces cancers rectaux. Remarquez que je ne vous ai pas parlé du pronostic, je vous ai dit les faits en termes de morbidité. On n'en est encore pas à l'analyse du suivi, mais on a vu que sur les pièces d'exérèse, les résultats étaient assez comparables à ce qu'on peut avoir ailleurs. Puis enfin, en cas de cancer synchrone, je vous le lis quand même, une approche watch and wait, après traitement d'induction conservateur pour le rectum, comme on a tendance à faire un peu maintenant, comme pour la prostate, selon celui qui est le plus grave, pourrait être une alternative à la pelvectomie totale. Merci de votre attention. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Alors, on a remarqué que dans votre étude, toutes les prostatectomies avaient été faites par la parotomie. Est-ce que vous avez eu la notion que l'introduction de la prostatectomie robot assistée avait éventuellement changé la situation? Alors là, on parle de phénomènes très rares. Hein. 40 cas sur près de 30 ans dans 8 centres. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire l'analyse. Donc l'introduction de l'approche robotique pour le cancer du rectum pourra peut-être être utile, mais en tout cas, les chirurgiens ont quand même une certaine réserve par rapport aux difficultés opératoires. Voilà ce qu'on peut dire. Mais là, il n'y a pas de perspective. Peut-être que l'étude du GRECAR pourra répondre à ça. En tout cas, c'est vrai que l'approche célioscopique, elle est un peu réservée par rapport aux difficultés liées à l'absence de plan net dans la partie antérieure, que ce soit après radiothérapie, mais surtout après prostatectomie. Oui, bonjour. Une question d'urologue. On est confronté de temps en temps à des diagnostics de cancer du rectum après radiothérapie. On se pose la question, avec un facteur de risque d'1,8 du dépistage, est-ce que vous pourriez émettre des recommandations quant à éventuellement des rectoscopies ou des endoscopies de contrôle chez les patients qui ont eu une radiothérapie? Alors, à l'heure actuelle, on découvre les choses. Dans la littérature, c'est assez controversé déjà qu'on puisse avoir un cancer du rectum de manière plus fréquente après avoir eu de la radiothérapie prostatique. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens. Alors on n'en est encore pas au stade de recommandation, mais premièrement, sûrement que toutes les rectoragies des rectites post-radiques après irradiation du rectum doivent être suspectes et probablement que la surveillance du cancer du rectum doit faire l'objet de recommandations précises. Après, en termes de délai, c'est difficile à dire, mais tous les 6 mois, sûrement pas, mais probablement plus que les 5 ans qui sont normalement recommandés dans le cadre du dépistage du cancer colorectal pour une population de cet âge-là.